Donc, je vais commencer par remercier les organisateurs de nous avoir conviés à parler d'un sujet qui est aussi vaste que crucial, cette question, ce titre, à l'âge de l'Anthropocène, l'homme peut-il encore vivre en harmonie avec la nature? Alors, c'est un titre qui mentionne beaucoup de mots forts, on pourrait presque tous les discuter, l'Anthropocène, l'homme, avec un grand H, harmonie, qu'est-ce que l'harmonie avec la nature, et même l'idée de nature. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est d'apporter quelques éclairages, quelques éléments de réponse à cette question générale. Et ces éléments de réponse, ils vont être le fruit d'un regard croisé, alors à la fois d'une primatologue, professeure au Muséum d'histoire naturelle, spécialiste des chimpanzés, et c'est sur les chimpanzés que son intervention va se focaliser. Donc, il s'agit de Sabrina Krief, c'est ça. On aura une deuxième intervention du président de l'IUICN, Bernard Crescent, qui est de formation biologique, de biologie et de formation juridique, et qui a exercé un grand nombre d'activités dans des ONG environnementales, notamment, et qui a été également pendant 12 ans directeur du Conservatoire des espaces naturels de l'Isère. Et puis, nous allons avoir Patrick Vivray, qui va nous rejoindre au cours de cette table ronde. Patrick Vivray, qui est philosophe, qui a été ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes et qui a publié de nombreux ouvrages sur les questions écologiques, mais également un ouvrage sur la question des indicateurs de richesse et qui s'intitulait « Reconsidérer la richesse », dont on avait beaucoup parlé. Et puis enfin, vous aurez mon propre point de vue, qui est aussi un point de vue de philosophe, spécialiste des questions de philosophie environnementale ou d'éthique environnementale. Donc, je suis docteur en philosophie de l'université Paris 1. Et sur ces questions, j'ai récemment co-dirigé avec Catherine Larère l'ouvrage « Penser l'Anthropocène ». Alors, précisément, je vais intervenir en premier et vous parler, disons en guise d'introduction, de quelques transformations récentes de l'échelle des temps géologiques qui, à mon avis, ne sont pas sans lien, et je vais essayer de le montrer, avec la thématique de cette table ronde. Donc, voilà, on peut démarrer ma présentation. Donc, je dirais quelques mots sur ce qui a été, au fond, l'actualité très récente de la Commission internationale de stratigraphie. Alors, c'est un groupe de chercheurs chargés de veiller à la bonne construction de l'échelle des temps géologiques. Et donc, c'est une actualité estivale qui n'est sans doute pas la plus médiatique, mais qui s'est montrée intéressante. Puis, dans un second temps, je vais essayer d'en venir à cette question de la possibilité de vivre en harmonie avec la nature dans le contexte actuel, pour examiner notamment en particulier si le nouveau cadre d'appréhension de la situation globale qui s'est mis en place, disons depuis une dizaine d'années, est bien propice à une recherche collective en vue de mettre en œuvre, disons, des formes de cohabitation plus harmonieuses avec la nature. Alors, je commence donc par en venir à cette question de l'actualité de l'échelle des temps géologiques. Alors, vous ne vous étiez sans doute jamais véritablement posé la question de savoir dans quelle période géologique vous viviez, ou au moins jusqu'à il y a peu de temps. Et au fond, c'est assez normal. À part les chercheurs spécialisés dans la stratigraphie du Quaternaire, cette question n'était pas destinée à éveiller l'intérêt du plus grand nombre. Et elle est d'ailleurs si peu au centre de l'intérêt du grand public que pendant l'été, en juillet dernier, nous avons changé de période géologique. Et de façon relativement indolore et même pour l'essentiel inaperçue. En effet, en juillet 2018, la Commission internationale de stratigraphie a publié une version actualisée de l'échelle de l'échelle internationale de chronostratigraphie, si j'arrive à
Oui, j'y arrive. À vous la présenter. Et donc, nouvelle version de cette échelle qui répertorie toutes les subdivisions du temps géologique. Et la principale modification, donc vous voyez, c'est la version de juillet 2018, la principale modification qui apparaît sur ce tableau se situe tout à fait en haut à gauche, et donc dans la période la plus récente, avec l'apparition d'une nouvelle, ou plutôt deux nouvelles subdivisions du temps géologique. Et ce que les chercheurs qui ont soutenu cette proposition ont mis en avant, c'est que pour la première fois, la nouveauté de cette sous-division, c'est qu'il y avait un rapport étroit entre l'histoire naturelle de la planète et l'histoire culturelle des hommes. Et donc, cette proposition a convaincu les membres de la Commission internationale de stratigraphie qu'ils la ratifiaient et officialisaient une appellation finalement assez peu connue, puisque les journaux pouvaient désormais titrer « Bienvenue dans le Mégalaïen ». Et en effet, surprise pour les observateurs qui suivaient ce communiqué, la Commission ne venait pas de se prononcer sur l'hypothèse aujourd'hui largement débattue de l'Anthropocène, mais plutôt de valider la création de trois nouvelles catégories, trois âges en réalité de l'Holocène. Donc annonçait que nous restions bien dans l'Holocène, mais que nous étions dans un nouvel âge, le Mégalaïen, dont le début était associé à une période de forte sécheresse qui aurait touché l'ensemble de la planète il y a 4 millénaires. Alors pourquoi je parle de ce débat qui semble avant tout concerner les géologues? Eh bien parce que, et c'est ce qu'ont affirmé notamment deux géographes britanniques, Simon Lewis et Mark Maslin, dans un article paru en réponse à cette annonce de la Commission, eh bien ça permet de mesurer la nouveauté que représenterait réellement la reconnaissance de l'Anthropocène par rapport à celle du Mégalaïen. En effet, ce qu'il souligne, c'est qu'avec le Mégalaïen, nous restons dans un cadre très classique, celui du surgissement d'un phénomène naturel, une sécheresse, auquel les hommes doivent s'adapter. Or, ce qu'affirment au contraire les défenseurs de l'Anthropocène, c'est que ce modèle de causalité unique ne tient plus du fait des transformations globales de la planète d'origine anthropique. En effet, lorsqu'au début des années 2000, le biologiste Eugene Sturmer et le chimiste de l'atmosphère Paul Crutzen popularisent cette hypothèse que nous serions entrés dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, eh bien, c'est avec l'intention bien précise de mettre en avant la façon dont les hommes ont transformé en profondeur et au niveau le plus global la planète. Et c'était bien ce qui justifiait cette idée que nous serions entrés dans une nouvelle époque humaine, comme le met en exergue cette couverture de la revue Nature du 12 mars 2015, une époque dans laquelle les hommes ne s'adaptent plus simplement à leur environnement planétaire, mais façonnent également désormais l'histoire de la Terre elle-même dans sa globalité. Et donc, pour finir avec Simon Lewis et Mark Maslin, s'ils regrettent amèrement la décision de la Commission internationale de stratigraphie, qui consolide d'une certaine manière l'Holocène au détriment de l'hypothèse anthropocénique, c'est parce qu'il leur semble que la reconnaissance de l'Anthropocène serait pour eux celle de la profondeur et de la durabilité de ces transformations globales. Donc une telle ratification entérinerait selon eux le caractère irréversible de certaines de ces transformations, au moins à l'échelle humaine, et placerait donc les hommes devant leurs responsabilités. Ils croient donc fermement en l'idée que l'Anthropocène permettrait de définir un nouveau cadre pour l'action face aux changements globaux. Et d'une certaine façon, la question que pose le titre de cette table ronde peut être comprise comme une manière d'interroger cette hypothèse. On pourrait la reformuler ainsi: l'idée d'Anthropocène contient-elle des ressources théoriques permettant d'avancer en direction de la réalisation de formes de vie plus harmonieuses avec la nature? Alors, dans cette optique, sa grande force, qu'ont mis en avant ses défenseurs, ce serait, semble-t-il, eh bien, de mettre un terme à une forme de déni qui entoure la question environnementale, et donc de reconnaître enfin la gravité de ces transformations. Mais au-delà de ce point important, il me semble que l'on peut douter que l'Anthropocène puisse indiquer des manières d'agir apportant des réponses à la situation globale. Et l'on peut douter encore plus de l'idée que celle-ci permettrait de mettre en œuvre une vie plus harmonieuse avec la nature. Il me semble que cette idée est fragile,
et je vais essayer de vous montrer pourquoi. En effet, c'est ce qui apparaît si l'on regarde au-delà du cercle restreint des géologues, les grandes interprétations qui dominent de cette idée d'anthropocène. En réalité, on peut en distinguer deux, qui semblent diamétralement opposées. La première est une interprétation radicalement catastrophiste. Elle consiste à prendre acte du fait que le développement des sociétés industrielles a progressivement rendu la Terre de moins en moins habitable, non seulement pour les hommes, mais pour un grand nombre d'espèces vivantes. Et d'une certaine façon, qu'un seuil a été franchi, nous condamnant à un effondrement violent et global. Donc c'est la Terre, version Oblivion, abandon et désespoir, qui apparaît en bas de cette image. Or, comme le résume notamment le philosophe Dominique Bourg, dans une tonalité à la fois tragique et ironique, si on suit cette interprétation, au fond, ce qu'il nous reste à faire, c'est contempler le couchant, là je le cite, contempler le couchant sur quelques hauteurs, entre guillemets, de Tuvalu, en attendant l'invasion des flots. Donc, de ce point de vue, poussé à son extrême, le catastrophisme conduit à l'inaction, devant l'ampleur de la tâche, devant ce qui apparaît comme la certitude de la catastrophe. Il y a des effets de sidération et l'Anthropocène tendrait à renforcer l'inaction plutôt qu'à redéfinir un cadre propice à l'action. Alors, l'autre grande interprétation opposée, c'est une forme de solutionnisme technologique qui consiste à affirmer que la solution à la crise globale passe par le développement de technologies nouvelles, et notamment le déploiement au niveau le plus global de solutions techniques, ce qui renvoie à des pratiques de géo-ingénierie. Donc l'idée que l'on pourrait absorber des grandes quantités de carbone ou limiter l'effet agir sur le bilan radiatif de l'atmosphère. Alors cette vision-là consiste à défendre une vision très, très positive au fond d'un bon anthropocène dans lequel les humains assumeraient enfin, grâce à leur puissance technique, la tâche qui serait la leur, à savoir prendre en main la destinée de la planète et la façonner selon les aspirations humaines. Or, de ce point de vue-là, pas plus que la précédente, cette interprétation n'ouvre véritablement de nouveaux modèles pour l'action. Il s'agit plutôt d'accélérer le développement technologique en restant au fond sur une même trajectoire. Alors, donc, ni l'une ni l'autre de ces interprétations ne sont satisfaisantes, mais je voudrais m'attarder sur la seconde pour en venir à la question des rapports collectifs à la nature. En effet, si l'on se demande dans ces deux interprétations, et notamment dans la seconde, ce qu'il reste de la nature, eh bien la réponse, c'est pas grand-chose. En fond, elle consiste à faire une interprétation littérale du mot anthropocène, l'anthropocène étant l'âge des hommes et seulement des hommes, présentant une terre entièrement humanisée, une terre sous contrôle, et sous contrôle des hommes. Et alors, ce thème ancien de la mort de la nature est rapidement devenu, en effet, un lieu commun de la pensée anthropocénique, ou au moins d'une certaine pensée de l'anthropocène. Il s'agirait, avec l'anthropocène, de penser l'habitation de la Terre dans un monde post-naturel. Et j'ai indiqué sur cette diapositive, sur une diapositive suivante, un certain nombre de titres d'ouvrages récemment parus, à partir des années 2010, qui mentionnent cette idée du monde après la nature. Donc tous ces titres mentionnent cette idée et débattent de cette mort de la nature. Alors, de ce point de vue, il apparaît qu'après être apparu comme une façon de rendre compte des transformations inquiétantes de la planète par les hommes, le discours anthropocénique se prononce de plus en plus fréquemment avec un accent triomphaliste, vantant les mérites de la puissance technique humaine qui trouverait son aboutissement dans la maîtrise pleine et entière de la nature. Alors, pour illustrer cette idée de la maîtrise pleine et entière, je vous ai indiqué quelques citations. Auparavant, la planète était plus grande que nous, ce n'est plus le cas, nous dit un philosophe, Alan Thompson. Ce que nous appelons sauver la Terre exigera en pratique de la créer et de la recréer encore aussi longtemps que les hommes l'habiteront, ajoutent Michael Schoenberger et Ted Nordhaus, qui sont des fondateurs d'un courant appelé l'écomodernisme. Ou encore, la nature ne dirige plus la Terre, nous le faisons, affirme sans hésitation l'écrivain et journaliste britannique Mark Linas. Alors, ces déclarations donc, qui affirment la toute-puissance des hommes dans l'Anthropocène n'ont pas manqué néanmoins d'éveiller des critiques.
Et en particulier, dans les rangs des penseurs sur lesquels je travaille, qui ont soutenu, dès les années 70, que la crise environnementale marquait plutôt l'échec d'une pensée occidentale centrée sur les seuls intérêts humains et qui excluait donc toute considération pour les habitants non humains de la Terre. Et je veux parler donc des philosophes de l'environnement ou des éthiciens de l'environnement, comme on les appelle parfois, qui mènent depuis près de 50 ans une critique de l'anthropocentrisme, ce qu'ils dénoncent comme l'anthropocentrisme étroit de la pensée éthique, politique et économique qui domine l'Occident moderne. Alors, au regard des déclarations que je viens de citer, l'Anthropocène ne pouvait qu'apparaître pour ces philosophes comme une façon de réaffirmer un anthropocentrisme redoublé. C'est ce que dit par exemple le philosophe Holmes Rolston. Il s'agit bien d'un nouvel anthropocentrisme prométhéen. Et il propose à cette occasion une critique radicale des défenseurs du bon anthropocène et il réfute en particulier les deux principales thèses de cette mouvance. Premièrement, il défend l'idée que la nature n'a pas disparu. Bien sûr, nous dit-il, les systèmes 100% naturels n'existent plus sur Terre depuis qu'il y a du DDT dans les manchots d'Antarctique. Cependant, il y a toujours des régions où l'influence humaine est minimale et où les processus prédominants relèvent de la spontanéité de la nature sauvage. Deuxièmement, quoi qu'en disent les tenants de ceux que le philosophe Frédéric Néra a, dans un livre récent, La part inconstructible de la Terre, appelé les géoconstructivistes, eh bien, les hommes sont bien incapables de gérer la planète comme ils l'entendent. Les humains ne sont pas prêts, nous dit Rolston, de reconstruire les systèmes de précipitation globale, ou la photosynthèse, ou les pyramides trophiques, ou le codage génétique, etc., etc. Et il ajoute un peu plus loin dans le texte, répondant de façon très précise à la question que pose notre table ronde, mieux vaut penser l'harmonie que le contrôle. Autrement dit, ce que soutient Rolston, c'est que n'en déplaise à l'idéologie du contrôle, les sociétés humaines dans l'Anthropocène, comme dans toute autre époque, ne peuvent pas faire autrement que de composer avec la nature. Il ne s'agit donc pas d'opposer d'opposer au modèle de la domination ce qui serait une conception irénique de la grande réconciliation avec la nature, mais de défendre l'idée qu'il nous faut nécessairement faire avec des processus naturels et avec des êtres vivants dont les comportements relèvent d'une forme d'autonomie et d'imprévisibilité que l'Anthropocène ne fait que renforcer. De ce dernier point de vue, et c'est ce qu'a souligné une autre philosophe, Caroline Merchant, américaine, l'Anthropocène est même plus que jamais une ère où il faut essayer de rechercher des façons nouvelles de coopérer avec la nature, de nouer ce qu'elle appelle des partenariats avec la nature, plutôt que d'essayer de s'en délier. Ainsi, et je vais terminer sur ce point, à la question de savoir si l'on peut vivre en harmonie avec la nature dans l'Anthropocène, on pourrait, à la suite du philosophe Holmes Rolston, proposer une première réponse qui consiste à dire que c'est indéniablement un horizon obscurci, et obscurci notamment doublement par le catastrophisme radical et par le solutionnisme technologique. Mais c'est un horizon qui reste ouvert et désirable. Autrement dit, il est encore permis de l'espérer, sous deux conditions, toutefois. Alors, en premier lieu, cela exige donc de se tenir à l'écart des nouveaux grands récits de l'Anthropocène, qu'ils annoncent l'apocalypse ou promettent des lendemains technologiques qui chantent, et de rejeter l'idée que partagent ces deux récits celle qu'un destin commun scellerait désormais tous les habitants de la Terre. Il n'y a pas de destin commun à l'humanité tout entière, mais des situations extrêmement inégales face aux changements en cours auxquels il faut prêter attention. Et c'est donc plutôt sous l'angle de la pluralité que l'on peut envisager cette recherche d'harmonie, celui de la défense d'une diversité de manières d'habiter la Terre, la défense de formes de vie partagées avec la nature sur un territoire, donc des formes de vie partagées avec des plantes, des animaux domestiques ou sauvages, avec des chimpanzés, comme on va le voir, mais aussi par le biais de la constitution de nouvelles alliances interspécifiques, ce qui exige des compétences scientifiques et éthiques qu'il nous reste largement à développer. Et le second point, et j'en finis véritablement avec ce second point, il renvoie sans doute plus spécifiquement à ce que peut être la contribution de la philosophie environnementale à la recherche de coopération désirable avec la nature.
Ce qu'ont voulu défendre certains éthiciens de l'environnement dans les années 1970, à partir des années 1970, et ce qu'ils entendent maintenir dans leur réflexion sur l'Anthropocène, c'est que s'il faut essayer de trouver des réponses à cette crise globale, ce n'est certes pas pour sauver la Terre elle-même, qui s'en sortira très bien sans nous, mais ce n'est pas simplement non plus, comme on l'entend très souvent, pour des raisons prudentielles, c'est-à-dire pas simplement en vertu d'un objectif de sauvegarde des conditions de vie humaines et seulement humaines, mais aussi parce que l'épanouissement de la plus grande diversité d'espèces naturelles sur la Terre leur paraît éthiquement désirable. Autrement dit, il s'agit de défendre que dans cette quête d'une vie plus harmonieuse avec la nature, le sort des habitants non humains de la Terre n'importe pas simplement en raison des intérêts humains qu'ils peuvent satisfaire, mais parce qu'ils comptent aussi pour eux-mêmes. Et je vous remercie, et je vais tout de suite céder la parole à Bernard Caissin en accueillant Patrick Vivray qui vient de nous rejoindre. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis actuellement le président du comité français de l'UICN, donc l'Union internationale de conservation de la nature, qui est née en 1948, non pas aux États-Unis, mais en France. Elle est née à Fontainebleau, de l'initiative d'un certain nombre de scientifiques qui ont réussi, avec l'aide du gouvernement français de l'époque, vous imaginez, en 1948, à rassembler les États pour que les scientifiques et les États puissent réfléchir ensemble sur, justement, déjà la perte de biodiversité. Donc, l'Union internationale de conservation de la nature a 70 ans, c'est presque mon âge. Et le comité français, lui, il est beaucoup plus récent. Mais donc, l'Union internationale de conservation de la nature, ça regroupe les États, les établissements publics et les ONG. Et donc, depuis 70 ans, c'est à la fois, bon, bien sûr, par exemple, le muséum en fait partie, bien entendu, c'est à la fois améliorer l'état de connaissances, et on l'a vu ce matin à la table ronde, c'est vrai que l'état des connaissances a beaucoup progressé, et puis c'est surtout mettre en place des moyens, des actions. Et là, malheureusement, même si on a quelques succès, on n'a pas su enrayer la perte de biodiversité. Alors sur la question de l'Anthropocène, est-ce que l'humanité peut vivre en harmonie avec la nature? C'est clair que sur ces 100 dernières années, c'est non. C'est non. J'aurais pu vous présenter quelques diapos. Première diapo que je vous aurais présentée, les gaz à effet de serre. Chut. Deuxième diapo que j'aurais pu vous présenter, la courbe démographique. Chut. Troisième diapo que j'aurais pu vous présenter, les dépenses d'armement. Encore cette année, plus 20%. Quatrième diapo que j'aurais pu vous présenter, les pollutions en tout genre. Hop, on a fait le Grenelle de l'environnement, on devait diminuer les pesticides de 50%, ils ont augmenté 12%. Résultat, Nicolas, il a raison, il a poussé sa gueulante, on n'est pas sur la bonne pente, aussi bien en France qui veut donner des leçons, que sur l'ensemble du monde. La seule chose qui baisse, c'est le vivant. Chez les insectes, chez les oiseaux, chez les mammifères, chez les batraciens, c'est la dégringolade. Donc, si on continue dans cet exemple-là, c'est clair que l'humanité ne vit pas en harmonie avec la nature et ne pourra pas vivre en harmonie avec la nature. Alors, est-ce que ça sera le grand soir, le jugement dernier? J'en sais rien. À mon avis, j'y crois pas. Ça va plutôt être une dégradation continue qui va nous poser de plus en plus de problèmes. Et pourtant, il y a des gens qui vivent avec la nature et qui vivent en harmonie avec la nature. Et même ici en Gironde, même en France. Notre problème, c'est qu'on a tout fixé sur l'économie. Notre critère, c'est le PIB. Produit intérieur brut. Il faut de la croissance. Il faut de la destruction, comme ça on reconstruit. Et ce PIB, en fait, les études l'ont montré, à un moment donné, il suit, dans les pays en voie de développement, l'indice de développement humain. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il faut un peu de développement économique pour que les gens aient de l'éducation, et de la santé, et de la sécurité. Mais à un moment donné, aux États-Unis, par exemple, ça fait depuis les années 70, le PIB continue, c'est-à-dire le pays soi-disant s'enrichit, pas de moins en moins de gens dans le pays, de plus en plus les mêmes, et l'indice de développement humain, il stagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'aperçoit que la richesse économique, sensu stricto, ne participe plus au développement humain. Par contre,
de continuer à participer à la destruction de la nature. Alors oui, aujourd'hui, nous consommons plus que ce que la planète nous donne. Oui, nous épuisons les ressources naturelles beaucoup plus vite que renouvelables et non renouvelables, beaucoup plus vite qu'elles sont à notre disposition. Oui, nous modifions en profondeur les écosystèmes. Oui, aujourd'hui, les humains sont capables de peser sur les cycles naturels, mais ils seront incapables de les remplacer. Ça, c'est clair et net. On ne saura pas faire le cycle de l'eau, on ne pourra pas faire le cycle des sols, on ne saura pas le faire. Ou technologiquement, si on voulait le faire, ça nous coûterait très cher. Et je vais prendre un exemple. Oui, on va avoir des modifications importantes. Moi, c'est la première fois que je viens à Bordeaux. Et je vais de temps en temps à Montréal parce que j'ai une fille qui vit à Montréal. Et Montréal et Bordeaux, c'est sur la même latitude. Or, si à Bordeaux, on a le climat qu'on a, c'est grâce au Gulf Stream. Le Gulf Stream, il est créé par des courants marins. Et l'air chaud remonte au niveau de l'Europe. Imaginez que le Gulf Stream il se fatigue un peu parce que la Terre en a un peu marre de la fonte des glaciers et autres. Et imaginez que vous ayez le climat à Bordeaux de Montréal. Vive les hivers, je ne pense pas que les vignobles tiendront, même avec des nouveaux pesticides. Donc de toute façon, les changements climatiques qui est en cours, il va nous apporter des changements profonds. Il va nous apporter malheureusement dans ces changements profonds des gens qui vont gagner, des gens qui vont perdre, des écosystèmes globalement qui vont perdre et des écosystèmes qui vont évoluer. Et ça, ces changements profonds, ils vont nous apporter des problèmes économiques, ils vont nous apporter des problèmes sociaux, ils vont nous apporter, on estime, 130 millions de gens sur les routes. Alors aujourd'hui, il y a des gens sur les routes à cause de la guerre, il y a des gens sur les routes à cause des situations de famine, il y a des gens sur la guerre à cause des situations de pays comme au Venezuela, où ils ont voulu faire le grand soir, vous voyez où c'est que ça mène. Et en fait, on se retrouvera dans des situations où les tensions sociales risquent d'être de plus en plus importantes. Alors, à part ça, on pourrait quand même vivre en harmonie avec la nature, parce qu'en fait, il y a des gens qui vivent en harmonie avec la nature. Et comme on le dit souvent, il faudrait qu'on passe... On n'est pas encore devenu Homo sapiens. On n'est plus néandertalien, mais on est resté Homo faber, c'est-à-dire on est l'homme qui fait, on a la technologie, on croit beaucoup à la technologie. Les religions monothéistes ne nous ont pas conduits à adorer qu'un Dieu, ils nous ont adoré qu'un Dieu, c'est la technologie. Donc on croit beaucoup à la technologie. On est l'homme faber et on n'est pas l'homme sage. Or, vous savez tous que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et moi, ce qui m'a surtout frappé chez les gens qui vivent en harmonie avec la nature, c'est souvent qu'entre la nature et la culture, ils ne font pas de différence. Quand vous rencontrez les peuples premiers, moi j'ai eu la chance de travailler en Nouvelle-Calédonie avec les Mélanésiens, j'ai eu la chance de travailler en Polynésie avec des Polynésiens, j'ai eu la chance de rencontrer des Amérindiens en Guyane. Pour ces gens-là, la nature et la culture, elles ne sont pas différentes. Ils vivent dans la nature. Alors ils ont des impacts. Souvent, pour que ces impacts soient moins forts, ils se déplacent. Mais nous, on a inventé un système où la nature et la culture sont très différents. Alors, vivre en harmonie avec la nature, ça ne veut pas dire retourner au Moyen-Âge. Le président du conseil départemental de la Gironde disait, suite au film qu'avait fait Cyril Dion sur les changements, il avait dit, mais en Gironde, on a plein de gens comme ça, et donc ils ont fait un film sur la Gironde, sur tous les gens qui sont dans des pratiques compatibles avec la nature. Alors la nature, c'est quoi? Ben, la nature, c'est compatible avec le cycle de l'eau, c'est-à-dire c'est des gens qui essayent de polluer le moins possible, ou s'ils polluent, eh ben, ils transforment. C'est les gens qui essayent de changer, de pratiquer avec les sols une agriculture qui ne fait pas des sols qui deviennent des déserts. Ils travaillent avec le vivant, ils travaillent avec la nature. Et donc aujourd'hui, on peut le faire aussi bien en milieu rural, en agriculture. Moi, j'ai été agriculteur partie de ma vie pendant une dizaine d'années. Et ce qui m'énervait, c'est les conflits agriculture, chasse, écolo. Je me dis, mais c'est pas possible. Le vivre ensemble était devenu très difficile en France. Très difficile. Aujourd'hui, vous voyez d'ailleurs, bon, les chasseurs se félicitent que Hulot ait démissionné, ils l'ont mis au tableau de chasse. Bon. Est-ce qu'il y a de quoi se féliciter quand on fait un pas en arrière? Les chasseurs,
Et les écolos, ils devraient s'entendre. Quand je vais au Québec, les chasseurs et les écolos, ils s'entendent, ils travaillent ensemble. Mais en France, non. Chasseurs, anti-écolos. Agriculteurs, anti-écolos. Mais c'est faux. Là, c'est nous qui classons ça. Parce que moi, je connais des chasseurs, je connais des agriculteurs qui sont très proches du milieu de l'écologie et qui sont dans l'écologie pratique. Donc, c'est aussi, en France, une mauvaise manie de classer les gens. Moi, quand j'étais étudiant, on me disait que j'étais un gauchiste. Quand je suis arrivé dans le monde rural, on me disait que j'étais un fasciste. Bon, ben, voilà, ça, c'est la France. Le respect de l'autre, de la diversité. Si on veut, et les gens, les communautés respectueuses de la diversité, du vivant, c'est les gens qui acceptent la différence. On ne peut pas se dire qu'on va défendre la biodiversité si on n'accepte pas de défendre la différence. La différence, c'est tu peux penser différent de moi, tu peux être différent de moi, tu peux vivre différent de moi. Après, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce que moi, je crois beaucoup que ces communautés qui vivent en harmonie avec la nature, ils vivent ensemble, ils ne vivent pas seuls. Ce matin, on nous a parlé des survivalistes. C'est vrai qu'aller se faire un blocos en Patagonie pour survivre à des déflagration nucléaire, ben, je leur souhaite bonne chance, moi ça ne m'intéresse pas. Quand je travaillais en Guyane, on était au centre spatial, j'avais fait une conférence au centre spatial, la conquête de l'espace. Ah ouais, mais combien vont y aller? Vous avez envie de monter dans une navette pour aller là-haut? Ben non, moi je préfère qu'on s'occupe de cette planète bleue, parce que sur cette planète bleue, je sais qu'on peut vivre en harmonie, les uns avec les autres, que mes enfants et mes petits-enfants, ils ont plus d'avenir sur cette planète bleue que d'aller sur Mars. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est celle que, malheureusement, une majorité de nos dirigeants économiques font, c'est « après nous le déluge ». Profit maximum. J'en profite au maximum. Les générations futures, rien à battre. C'est, parmi la population française, aussi un courant important. Deuxième solution, Tinius, le dessinateur humoristique qui malheureusement a été assassiné à Charlie Hebdo, quand je travaillais au WWF, nous avait fait après qu'on lui ait fait voir l'état de la planète, il nous avait fait un dessin humoristique, c'était « Pour sauver la planète, suicide-toi ». Bon, c'est la deuxième solution. Moi, je ne suis pas forcément pour celle-là. Par contre, il y a des gens qui nous intéressent. Moi, je fréquente assez Pierre Rabhi, qui parle de sobriété heureuse. Et ça rejoint un peu ce que Gandhi disait, en fait, que la planète, elle peut nourrir l'ensemble de l'humanité, mais pas satisfaire l'avidité de quelques-uns. Surtout quand l'avidité de quelques-uns, elle est de plus en plus avide. Et même nous, dans nos vies quotidiennes, on peut avoir une certaine avidité. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes les acteurs du changement. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent d'en haut. Nous sommes les acteurs du changement. Sur la première table ronde, on a parlé de mobilisation. Et nous devons faire le changement dans nos vies quotidiennes, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, à titre personnel, à titre familial, à titre élu, associatif ou politique, à titre de l'entreprise. À chaque fois que nous avons un projet, nous devons nous poser 3 questions. Est-ce que ce projet, il est juste et équitable dans notre société humaine? Est-ce que je ne vais pas faire de tort à d'autres personnes, à mes voisins, ou à mes amis, ou à ma famille? 2, est-ce que mon projet, au niveau des gaz à effet de serre, il va être impactant? Impactant négatif, si je suis obligé de le faire ou que je décide de le faire, comment je peux compenser? 3, est-ce que mon projet, il va être impactant pour la biodiversité? Est-ce qu'il va être négatif et comment je peux le compenser? Et aujourd'hui, on a quand même des tas de solutions. On peut faire de la compensation carbone. Alors, bien sûr, c'est dans un mode capitaliste, hein, mais on n'a pas encore fait la révolution. Hein. Et puis, je ne suis pas sûr que les révolutions nous mènent forcément à un anthropocène meilleur. Et puis, on peut partout, dans la ville, remettre de la nature. Il faut remettre de la nature. Et quand on dit remettre de la nature, c'est remettre de la vie. C'est-à-dire permettre aux autres espèces végétales et animales de vivre en ville. Il y a des photos extraordinaires. Moi, j'ai vu des roussettes à Chypre qui s'électrocutaient parce qu'elles venaient manger les fruits des arbres urbains et on avait oublié de protéger les fils électriques qui n'étaient encore pas gainés. Donc les roussettes venaient et pour manger les fruits, quand on repartait, crac, crac, il y avait une belle étincelle, la roussette se faisait griller. Donc
le vivant peut venir en ville, il n'y a aucun problème. On peut vivre avec le vivant. Nous, avec les écoles, par exemple, on a remis des jardins dans les écoles, on a remis des ruches dans les écoles, on a remis des mares dans les écoles. Il faut remettre de la nature en ville. Il faut absolument que chaque fois, on respecte les cycles du vivant. C'est-à-dire qu'on pèse positivement. Donc, je vais finir là. Et donc, moi, ce que je voulais vous donner, c'est un mouvement d'espoir. En fait, le changement, ça sera nous. Si nous voulons changer, il faut qu'on se regroupe. Il faut que les initiatives positives soient mises en exemple et qu'on arrête de nous montrer comme modèle économique les grosses voitures, les bagouses en or, et qu'on nous parle de ces chanteurs ou de ces maillots de football qui se vendent 170 €, que les gens s'arrachent. Mais dans quelle société vivons-nous? Où sont nos valeurs? Et je crois que là, il faut retrouver nos valeurs pour que l'Anthropocène permette que l'humanité vive en harmonie avec la nature. Merci de cette intervention. On va tout de suite enchaîner avec Sabrina, qui va donc nous parler des chimpanzés. Merci, bonjour à toutes et à tous. En principe, j'ai quelques images pour illustrer mon propos et pour vous emmener donc en forêt tropicale pour essayer de voir de quelle façon nos cousins, nos frères d'évolution, l'espèce qui est la plus proche de nous, peut nous servir d'indicateur sur l'état de cette nature et peut-être de nos relations harmonieuses ou pas avec celle-ci. Donc, je suis professeure au Muséum d'histoire naturelle et je travaille depuis une vingtaine d'années avec des chimpanzés sauvages dans le parc national de Kibale en Ouganda. Bon, oui, mais en principe, c'est par là, je crois. Ah, c'est celui-là. Ok. Et donc, ces chimpanzés font partie des grands singes. Ils sont une des 7 espèces de grands singes qui existent aujourd'hui sur la planète en plus de l'homme. Donc 2 espèces de gorilles, 2 espèces de chimpanzés, le chimpanzé commun et le bonobo, et 3 espèces d'orang-outans avec, chose assez extraordinaire, une espèce d'orang-outan décrite en fin d'année dernière et malheureusement, comme les autres, déjà en danger d'extinction. L'UICN donc nous fournit une évaluation de l'état des populations et des habitats et ces espèces de grands singes sont toutes soit en danger d'extinction, soit en danger critique d'extinction. La dernière espèce d'orang-outan découverte n'ayant a priori que 800 individus sur le petit habitat où elle a été découverte. Malgré tout, cet habitat, la forêt tropicale, nous semble aujourd'hui encore, surtout dans les forêts dites primaires, bien qu'elles n'existent plus, ces forêts primaires, être un lieu d'harmonie entre l'homme et son écosystème. Des systèmes de vie traditionnels peuvent permettre de vivre de cette forêt sans être trop destructeurs. Ces sociétés sont capables de s'alimenter, de trouver leurs ressources en eau, en médecine, en bois de construction. Et là, c'est un exemple en République démocratique du Congo d'un endroit où des communautés ont décidé de protéger une partie des forêts qu'ils utilisent en décidant entre chefs de village quels seraient les endroits où on pourrait chasser et avoir des activités relativement peu destructrices pour la forêt. Donc une ONG congolaise, Boumontour, qui d'ailleurs est soutenue par l'UICN, a mis en place ce programme et dans ces zones protège les bonobos. Cette forêt, elle est aussi pourvoyeuse d'alimentation, de ressources vraiment très importantes pour une quantité incroyable d'espèces animales et végétales. Et le chimpanzé en est une bonne illustration. Dans son régime alimentaire, il inclut un seul groupe, jusqu'à 300 aliments différents. Donc pendant 10 années où j'ai étudié les chimpanzés, j'ai pu répertorier dans ce parc 300 parties de plantes différentes qui faisaient leur alimentation. Donc un témoignage de cette biodiversité très importante qui peut encore exister dans certaines zones, en particulier donc proche de l'équateur ou proche de zones refuges comme est le Rwenzori, cette chaîne de montagnes en altitude, qui fait que les variations climatiques, réchauffement ou refroidissement, ont assez peu d'impact sur les espèces et donc peuvent permettre de garantir une diversité incroyable.
Dans cette forêt, on voit s'exprimer des comportements fascinants qui montrent à quel point on est proche de ces grands singes. Donc ici, par exemple, la danse de la pluie, qui est un comportement culturel, des comportements qui ne sont pas universels chez l'ensemble des chimpanzés qui vivent en Afrique, mais qui existent dans certains groupes, qui ne sont pas dépendants donc de la génétique ni de l'environnement, et qui se transmettent de génération en génération. Ici, un comportement donc culturel qui n'est pas non plus lié à l'alimentation. Ce n'est pas juste par gourmandise que les chimpanzés utilisent des outils ou mettent en place des comportements culturels. On voit ici la danse de la pluie, qui reste complètement mystérieux, y compris pour les scientifiques. Donc encore beaucoup de choses à découvrir. Pour ma part, j'ai aussi et surtout essayé de comprendre des savoirs, si savoir il y a, qui pourraient exister chez nos plus proches parents. Ce savoir est celui de connaître les propriétés médicinales des plantes. Et donc, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé sur la façon dont les chimpanzés malades utilisaient certaines plantes qui ne font pas partie de leur alimentation habituelle. Et j'ai pu trouver des nouvelles molécules potentiellement utilisables pour les humains, mais surtout montrer qu'il y avait il semblait y avoir un savoir interspécifique qui existait, puisque les plantes consommées par les chimpanzés étaient aussi celles utilisées par les populations locales, que souvent nous, occidentaux, n'avions pas encore découvertes et cherchions à valider, alors que les communautés qui vivaient autour connaissaient et utilisaient les plantes le plus souvent pour les mêmes propriétés et très souvent, et c'est le cas en Ouganda, sans transformation, c'est-à-dire par mastication de l'écorce, par utilisation du jus, des feuilles ou des tiges, chose que font les chimpanzés en faisant des chics. Donc se dire que deux espèces aussi proches, Homo sapiens et Pantroglodytes, ont une connaissance de leur environnement et sont capables, en fonction de leur état de santé, de leur état physiologique, de tirer bénéfice sans détruire cet habitat, me semblait être tout à fait encourageant. J'ai aussi pu découvrir qu'en étudiant ces comportements d'automédication, les chimpanzés étaient capables d'alliance, d'empathie. Vous voyez ici le mâle alpha qui fait un comportement de charge. Pour pouvoir arriver en haut de sa hiérarchie, il lui faut des alliés. Et donc ça, c'est tout à fait aussi intéressant quand on étudie notre système politique, puisqu'il y a certains mâles alpha qui arrivent à se maintenir au pouvoir, mais uniquement à condition d'avoir des alliés et de savoir entretenir ces alliances. Et parfois, certains mâles alpha ne restent au pouvoir que 1 ou 2 ans parce qu'ils sont beaucoup trop dictatoriaux dans leurs actes, alors que d'autres, comme c'est le cas là par exemple d'Eliott, le mâle dominant qui se trouve dans la communauté qu'on suit, sont là depuis plusieurs dizaines d'années et a priori bénéficient d'une aura auprès de leur communauté. Donc un système social qui traduit aussi l'importance des relations entre les individus. Cependant, après avoir travaillé à l'intérieur de la forêt, dans un parc qui est un parc national, le constat, petit à petit, s'est fait de plus en plus criant. Et la mine dépitée de ce petit chimpanzé annonce ce que je vais vous décrire dans une deuxième partie. Car en effet, au sein de ce parc national, où les humains en fait, ont été chassés il y a une vingtaine d'années, les seuls à pouvoir pénétrer théoriquement et y être autorisés sont les touristes, les chercheurs et les locaux qui travaillent pour eux. Tout le reste des activités sont des activités considérées comme destructrices. Et donc même l'herborisation dont je vous parlais tout à l'heure est régulée, voire interdite, puisque pour être régulée, en fait, il faut qu'ils soumettent un projet donc écrit et que la majeure partie de la population vivant autour du parc national est incapable de rédiger un projet en anglais, etc. Par ailleurs, donc, certaines de ces ressources sont devenues des ressources qui sont très demandées, en particulier en France. Et là, vous avez l'exemple d'un Prunus africana, qui est une espèce aussi protégée et décrite comme menacée par l'UICN.
Et pour se procurer ce Prunus africana, en fait, les écorces sont utilisées ici en France en phytothérapie pour les problèmes de prostate. La solution est simplement la plus simple, de couper l'arbre qui peut avoir 30, 40 ou 50 ans pour l'écorcer et donc récupérer ces écorces sur les arbres qu'ils ont détruits. Il existe des plantations, mais forcément, pour pouvoir maintenir l'arbre en vie, il faut se décider à découper 20 cm² tous les ans d'écorce. Et donc, le besoin étant criant en Europe et la demande étant très importante, les populations locales, finalement, entrent dans le parc et répondent à la demande de nos sociétés. Voilà ce qui se passe à 5 mètres de la bordure du parc. C'est déforesté, les gens essayent de produire parce que cette terre initialement était une terre très riche. Nous sommes donc à la bordure du Rwenzori, comme je vous le disais, terre volcanique, très, très productive. Malheureusement, après quelques décennies d'agriculture et de déboisement, cette terre n'est plus aussi riche. Il faut aller parcourir parfois 2 ou 3 kilomètres pour ramener un arrosoir et faire pousser ces quelques plantes. Au sein du parc national, une route bitumée a été construite. Vous voyez malgré tout la résilience des chimpanzés qui sont tout à fait habitués à traverser cette route qui constitue pour eux, grands mammifères, pas un obstacle. Mais la route aujourd'hui en plus est en cours d'élargissement. Donc fait plus de 30 mètres de large, avec un trafic énorme, puisque les camions viennent de RDC pour aller jusqu'à Kampala, et peut-être bientôt du pétrole de l'autre côté du parc, donc encore plus d'enjeux à élargir cette route qui traverse le parc. D'autres fléaux, bien sûr, comme le braconnage, et pourtant on est dans une zone où les locaux ne mangent pas de chimpanzés. Ils sont aussi considérés par eux comme des cousins très proches. Et la légende dit que le chimpanzé est un homme qui a trahi au village, qui n'a pas payé sa dette, et cet homme est allé se cacher en forêt, a perdu la parole et du coup communique en criant et a aussi donc décidé de ne plus porter de vêtements parce que c'était trop compliqué et s'est couvert de poils. Donc une interprétation très intéressante qui montre à l'inverse de notre anthropocentrisme que l'évolution selon les populations locales peut se faire dans l'autre sens et qu'il n'y a rien de vraiment honteux à se comparer à un chimpanzé. Malgré tout, donc, ces pièges sont des pièges qui sont posés pour le petit gibier et qui sont mutilants parce qu'ils utilisent en fait des câbles métalliques. Mais le plus souvent, les villageois ne voient pas les effets des pièges puisqu'ils n'ont plus le droit de rentrer dans le parc et qu'ils ne voient pas forcément les chimpanzés amputés de bras ou de 2 pieds, comme ici le cas de Max qui a perdu tour à tour son pied gauche puis son pied droit. On parlait tout à l'heure des mouvements de population. Alors que les Ougandais ne mangent pas de chimpanzés, les troubles politiques autour font qu'il y a beaucoup de réfugiés et que certains des chimpanzés qu'on étudie et qui sont protégés, finalement, arrivent aussi dans un réseau de consommation de viande. Il y a des réfugiés congolais qui, eux, ont l'habitude de consommer du chimpanzé et donc des pratiques qui changent. Et des pratiques et des comportements qui sont aussi impactés par cette proximité très importante qu'on voit aujourd'hui entre l'homme et les chimpanzés. Donc je vous disais qu'il y a de l'agriculture juste à la bordure du parc. La principale culture qui est plantée, c'est du thé. L'usage de glyphosate est extrêmement abondant sur le thé et 10 ans après avoir commencé à étudier les chimpanzés de Sebitoli, donc tout au nord du parc de Kibale, une nouvelle communauté de chimpanzés sauvages qu'on habitue, il nous semble qu'il n'y a pas d'autres raisons d'expliquer les malformations faciales qu'on voit. Sur cette photo, vous voyez une chimpanzé avec un bec de lièvre. Sur celle-ci, un chimpanzé avec une face mal formée, donc le nez enfoncé, la face complètement plate. Et la raison est sûrement celle-ci, le fait que donc leur habitat est entouré de plantations, de thé qu'ils ne consomment pas, mais aussi de maïs. Et le maïs qui est planté est un maïs OGM enrobé d'imidaclopride et qui plus est vaporisé par les villageois par des substances dont ils ne connaissent ni le nom, ni l'origine, ni les dangers. Le fameux maïs enrobé est un maïs qu'ils décrivent comme rouge, et j'ai découvert qu'il était enrobé d'imidaclopride parce qu'ils m'ont dit que c'était le seul dont ils disposaient et que le maïs rouge, en principe, n'est pas un maïs africain, mais plutôt un maïs américain. Et donc, en allant chercher un sac au village, un sac qui ne comporte aucune mention à part hybride H520, j'ai trouvé effectivement des graines, des semences rouges,
que j'ai fait analyser et où j'ai découvert donc, une large couche d'imidaclopride. Les gens qui vivent autour pour pouvoir cultiver ce fameux maïs vivent dans des conditions de misère extrême. Voilà la hutte dans laquelle ce petit garçon habite pour pouvoir chasser les éléphants, les chimpanzés et les babouins qui viennent piller les plantations que eux passent des semaines et des semaines à essayer d'entretenir. Donc pour essayer de disons, compenser la déforestation parce qu'il existe à ces endroits des plantations de thé en agroforesterie où on n'a pas besoin de faire de glyphosate, mais dans le cas de plantations de ce type-là, où il n'y a pas un arbre, comme je vous le disais, la sécheresse arrive. Et donc, pour compenser ça, on vaporise du glyphosate, bien qu'on soit labellisé Rainforest Alliance. Quelle solution? Essayer de chercher. Je continue de penser que la recherche est un des enjeux et des moyens pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, on a une station de recherche au centre de ce parc avec une équipe de 25 Ougandais, de 25 locaux, donc des emplois créés. On peut bien évidemment travailler avec les organismes locaux tels que l'Uganda Wildlife Authority et penser que en augmentant les pénalités, en essayant d'attraper de plus en plus de braconniers, en enlevant les pièges, on va trouver des solutions. Mais comme pour les chimpanzés, et ici vous voyez Kazinga qui a un pied blessé, réparer, c'est pas suffisant. Donc il suffit pas d'aller taper sur les gens, les mettre en prison, essayer d'enlever les pièges pour pouvoir améliorer les choses. On pense, et les Ougandais sont les premiers à le penser, que pouvoir savoir ce qui se passe dans les forêts qui sont juste à côté de chez eux et que ce ne soit pas uniquement les chercheurs ou les touristes qui soient autorisés à y aller, c'est quelque chose de très important. Donc bien sûr, la sensibilisation, l'organisation de visites de ces parcs, s'appuyer sur les traditions parce que le plus souvent, les traditions ont pour objectif et sont vraiment en harmonie avec la nature. Et quand on regarde les chants, les légendes, etc., le plus souvent, c'est plein de bon sens. Et suivre ces traditions permet de maintenir cet équilibre. Et enfin, penser l'agriculture autrement. Et dans le cas de notre projet, en fait, l'idée est de créer une ceinture d'agriculture biologique, non seulement pour la faune, bien sûr, et les terres, mais bien plus aussi pour les humains, parce que dans le village à côté d'où on travaille, les enfants, certains enfants, ont parfois 6 doigts de pied aux mains et aux pieds, enfin 6 doigts de pied et 6 doigts de main, pardon. Également des malformations comme celle des chimpanzés, de l'autisme, etc., des retards mentaux. Donc chercher la cause de ces malformations, c'est probablement le cocktail toxique. Dans les rivières, plus de 15 pesticides. Les têtards de Barbara Domenech, qui est ma collègue qui travaille sur les perturbateurs endocriniens au Muséum d'histoire naturelle, ont eux aussi des troubles du comportement. Quand on les fait pousser dans l'eau de notre site, ils ont des malformations au niveau de la tête et des structures nerveuses. Donc le DDT dans le pingouin, c'est une réalité, mais les pesticides dans les chimpanzés et dans l'ensemble de la faune, c'en est une aussi. Et donc, pouvoir recréer cette harmonie par le biais de l'agroforesterie en réduisant ces intrants, ça nous semble être une solution pour les autres problèmes aussi, puisqu'aujourd'hui, cueillir 300 kilos de thé en une journée ne rapporte qu'1 euro à ces personnes. Favoriser une agriculture responsable, raisonnée, éthique pourrait permettre d'augmenter les revenus et du coup éviter qu'ils aillent piéger du gibier et pouvoir acheter les poulets de la ville d'à côté et favoriser l'élevage. Voilà. Et donc, comme les précédents intervenants, je pense qu'un avenir commun est possible. Et j'espère que ces 2 enfants qui ont le même âge pourront grandir et offrir un avenir
à leurs propres enfants. Et voilà. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de cette intervention. Et on va passer immédiatement, sans transition, la parole à Patrick Vivray, qui va nous parler de deux conceptions de l'effondrement, si je ne me trompe pas. Alors, j'introduirai ça dans un propos plus global, parce que la question de l'effondrement elle-même, elle peut avoir aussi bien une version névrotique et mortifère qu'une version tournée vers les forces de vie, ce que j'appelle la collapsologie érotique comme alternative à la collapsologie névrotique ou mortifère. Mais avant d'être sur ce point, je voudrais, en résonance avec aussi bien ce que Bernard que Sabrina viennent de dire, effectivement, dire l'Anthropocène a cette caractéristique à la fois de nous dire l'humanité a acquis une capacité considérable d'intervention, de modification sur l'ensemble des phénomènes naturels, mais aussi de capacité de risque majeur et de destruction pour notre propre espèce. Donc l'humanité est effectivement à un carrefour critique de son histoire. Elle peut se perdre, ça n'est pas faire du catastrophisme de dire qu'elle peut se perdre, on a même l'embarras du choix sur les moyens d'en finir avec notre brève histoire dans l'aventure de l'univers. On peut détruire nos écosystèmes vitaux, on peut se détruire nous-mêmes par armes de destruction massive, mais on peut aussi se détruire par ce qu'on pourrait appeler une forme de fatigue d'humanité. Qu'est-ce que des courants comme le transhumanisme, par exemple, c'est au fond de dire l'humanité, c'est trop compliqué. Avec ses émotions, avec sa fragilité, avec son rapport à la mort, à la souffrance, etc. Inventons une forme d'humanité augmentée qui serait le plus possible débarrassée des difficultés, des fragilités de l'humanité. Ça, c'est au fond une forme de fatigue d'humanité. Et puis, à côté de cette voie de la perte, et Bernard et Sabrina viennent de montrer à quel point nous y sommes déjà, il y a une autre voie. Et c'est quand même sur ce point, moi, que je voudrais insister, qui est que dans ces rendez-vous critiques de son histoire, l'humanité, si elle peut se perdre, peut aussi franchir un saut qualitatif dans la voie de sa propre humanisation. Après la longue histoire de l'hominisation sur le plan de l'évolution biologique, nous avons aussi la possibilité de rentrer dans l'histoire d'une humanisation politique, culturelle, de grandir en humanité, d'aller vers une capacité, pas simplement où c'est la logique de la survie qui s'impose, mais c'est la logique de la pleine vie, ce qu'on pourrait appeler l'enjeu de la pleine humanité en alternative à la post-humanité. Et pour avancer dans cette direction qui est la direction positive, il faut bien voir que nos modes d'organisation et de représentation sont profondément bouleversés, et j'en donnerai 3 exemples. Sur le terrain économique, et ça fera écho à ce que disait aussi Bernard, sur le terrain politique et sur le terrain culturel et même spirituel. D'abord, si je prends le terrain politique, il faut bien voir que le fait que l'humanité soit confrontée à une menace de destruction, et traditionnellement, le politique s'est toujours construit sur les questions de la sécurité et de la défense. Mais le changement majeur de situation, c'est qu'à la différence du politique qui s'est construit sur l'idée qu'il fallait se défendre contre l'ennemi, l'étranger, le barbare, etc., donc un danger extérieur, là, quand on pose la question « est-ce que l'humanité est menacée de destruction ?», la réponse est oui.
Mais est-ce qu'elle est menacée de destruction parce qu'il y a des barbares ou des ennemis extraterrestres en dehors des films catastrophes? On sait bien que la réponse est non. L'humanité est menacée, mais par sa propre part d'inhumanité, par sa propre barbarie intérieure. Mais ça change radicalement la vision même du politique. Le politique s'est construit, que ce soit dans des tribus, dans des cités, dans des États, dans des empires, etc., toujours avec l'idée de la barbarie extérieure. Et là, on se trouve confronté à la question de la barbarie intérieure. Ça nous intéresse bougrement parce que le politique est amené à faire une mutation comparable à celui qu'ont été conduits à faire, par exemple, d'anciens pilotes d'essai qui, pour la plupart d'entre eux, ont été des pilotes de chasse, donc qui étaient complètement dans des logiques de guerre, de surplomb, etc., et qui, quand ils deviennent astronautes, et quand on voit leurs témoignages, quels sont les mots-clés qui s'expriment? Et on l'a vu encore récemment avec notre compatriote Thomas Pesquet. Par exemple, les deux premiers mots qui apparaissent dans leur langage, un, c'est celui d'émerveillement. Hein, notre planète vue de l'espace, quelle beauté. Et deux, c'est le sentiment de fragilité. À la fois fragilité de cette planète elle-même qui est menacée, mais fragilité de cette espèce qui, si elle ne sait pas justement grandir en humanité, si sa manière à elle de traiter ses blessures est sur le mode de la rivalité, peut détruire sa planète et peut se détruire elle-même. Aller chercher les mots émerveillement et fragilité dans tous les grands textes de géopolitique, depuis l'art de la guerre jusqu'à Clausewitz, en passant par Machiavel, Raymond Aron, etc. Vous ne les trouverez pas. Or, c'est sur ce point fondamental que le logiciel politique doit être reconstruit. Et à partir du moment où le vrai problème, c'est celui de la barbarie intérieure et non plus celui de la barbarie extérieure, qui nous dit depuis des siècles et même depuis des millénaires qu'il y a bien un problème de barbarie, mais qui n'est pas extérieur mais intérieur, ce sont les traditions de sagesse. Et donc là, on est complètement sur la question de Sapiens. Non pas de Sapiens comme origine, ça se saurait, parce que comme dit Edgar Morin, on aurait mieux fait d'appeler ça Sapiens des minces que Sapiens sapiens, puisque la part de folie et de démesure est au moins égale à la part de folie. Mais à défaut que ce soit une origine, Sapiens sapiens, ça devient un projet. Ça doit être un projet, parce que la question de la sagesse devient une question politique centrale. Quelle est l'énergie qui lie la question de la sagesse à la question de ce qui nous met en mouvement, alors que la plupart du temps, ce qui a mis en mouvement l'humanité, c'est l'avidité, c'est la domination, c'est la cupidité, etc. Là aussi, c'est très intéressant, et de ce point de vue-là, les traditions philosophiques et de sagesse nous aident aussi, parce que, par exemple, un philosophe comme Spinoza nous met sur la voie en disant l'énergie fondamentale qui va constituer ce qu'il appelle l'alternative aux passions tristes, et la cupidité, l'avidité, la domination, etc., sont du côté des passions tristes, c'est la joie. C'est fondamentalement la joie d'être, la joie de vivre, aussi bien à titre personnel que dans la relation avec autrui et dans la relation avec la nature et avec l'univers. Et ça, c'est très intéressant parce que, effectivement, et Bernard le rappelait, l'une des pistes fondamentales, c'est celle de la frugalité heureuse, de la sobriété heureuse, on pourrait presque dire de la satiété, c'est-à-dire simplement le fait de ne pas aller au-delà du nécessaire du point de vue des besoins, mais de changer la nature de nos désirs qui se trouvent déréglés. Vous avez des chiffres qui sont extrêmement éclairants à cet égard parce que la plupart des problèmes que connaît l'humanité, on peut dire, sont les conséquences des coûts, et là le mot coût, on peut l'écrire aussi bien C-O-U-P-S que C-O-U-T-S, les coûts du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance. Par exemple, le Programme des Nations Unies pour le développement avait mis en évidence dans un rapport en 1998 que les dépenses mondiales de drogue et de toxicomanie représentaient plusieurs fois les sommes qui permettraient d'éradiquer la faim, de permettre l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de base, à un logement minimal, etc. C'est-à-dire les besoins vitaux
eh bien là, on avait des dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie qui représentaient près de 10 fois ça. Or, à la rigueur, on peut dire aller se prendre de temps en temps un pétard avec des copains, ça peut être un signe de curiosité et de convivialité, mais quand on se drogue durablement et avec des drogues dures, là, c'est vraiment le signe d'économie et de société du mal-être. Les dépenses d'armement, alors là, ce n'était pas 10 fois, c'était 20 fois. Et là, on est au cœur de ce qu'on peut appeler une économie de la maltraitance. Et même les dépenses de publicité, c'est intéressant, représentaient plus de 10 fois les dépenses qui permettaient la satisfaction des besoins vitaux. Or, qu'est-ce qui se passe avec la publicité? Il se passe une formidable dérivation d'un désir dans l'ordre de l'être, comme diraient les philosophes, dans la course à l'avoir. Parce que de quoi nous parle la publicité? Elle nous parle de bonheur, elle nous parle d'amour, elle nous parle de beauté, etc. C'est-à-dire d'une aspiration fondamentale. Ce n'est pas par hasard si l'inventeur du marketing était le neveu de Freud. Hein. Ils ont compris que l'aspiration fondamentale des êtres humains n'est pas simplement dans l'ordre de la survie, mais dans l'ordre de la vie, donc dans l'ordre de l'être, dans l'ordre du rapport à l'amour, à la beauté, au sens, etc. Seulement, dans une économie du mal-être, on va instrumenter ce désir dans l'ordre de l'être pour l'engranger dans la course dans l'ordre de l'avoir. Mais à partir du moment où on repère que l'économie du mal-être, du mal de vivre, de la maltraitance est la source fondamentale aussi bien de nos problèmes écologiques que de nos problèmes sociaux, du même coup, nous savons aussi que la voie alternative possible, elle est du côté de la joie de vivre. Elle est du côté de l'art de vivre à la bonne heure. Elle est du côté de l'éros, des forces de vie, face à Thanatos, les logiques mortifères. Et du même coup, ça nous amène aussi, après avoir revisité notre logiciel politique, à revisiter notre logiciel économique, à nous rappeler que le mot économie devrait être la fille de l'oikos logos. La gestion de nos petites maisons terriennes est évidemment étroitement dépendante de la capacité à préserver notre grande maison planétaire, que des mots comme bénéfice, revenons à l'origine, ne veulent pas dire solde monétaire, mais veulent dire activité bénéfique, source de bienfaits. Comme des mots comme valeur, c'est un des mots les plus forts des langues latines. Valeur, en latin, ça veut dire la force de vie. Donc on comprend bien que la création de la valeur, c'est partout où il y a de la force de vie, alors qu'inversement, il y a destruction de valeur, il y a perte au sens comptable du terme, à chaque fois, par exemple, qu'on va détruire un écosystème vital ou que la souffrance au travail va provoquer des suicides, des burn-out, etc. Et à ce moment-là, on va effectivement dire le logiciel économique, il doit nous permettre de nous organiser de façon à valoriser les activités bénéfiques, à limiter, désinciter, dans les cas les plus graves, à interdire les activités maléfiques, source de perte, ce qui veut dire complètement revisiter le logiciel même du rapport entre comptabilité et monnaie. Et moi, j'avais eu l'occasion de faire un rapport pour le gouvernement sur ce thème-là, reconsidérer la richesse, et nous sommes dans cette question-là. Et puis, ça nous amène aussi à revisiter le rapport aux questions du sens, aux questions culturelles, aux questions spirituelles. Parce qu'il faut bien voir que l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, et qui est essentiel dans la voie positive, c'est que, évidemment, il y a une part sombre de la modernité. Et dans la part sombre de la modernité, il y a le point aveugle écologique, il y a le point aveugle éthique, c'est-à-dire on est passé de la notion de bénéfice et de perte comme discernement sur le bénéfique et le nuisible à la notion de solde monétaire purement marchand. Donc ça, c'est un point aveugle éthique. Mais il y a aussi une face positive de la modernité qu'en termes de tri sélectif, nous ne pouvons pas abandonner. La modernité, c'est aussi la liberté de conscience. C'est l'individuation qui ne se confond pas avec l'individualisme. C'est du même coup la possibilité de reconnaître des droits humains, mais même des droits aux animaux, des droits du vivant, etc. Et cette conception-là, elle est fondamentale à préserver. Donc nous avons offert aussi dans ce chemin de création, dans ce chemin de l'éros comme force de vie, un tri sélectif qui nous fait reconnaître la part sombre de la modernité,
mais aussi reconnaître sa part positive. Nous n'allons pas abandonner la liberté de conscience, les droits humains, et dans les droits humains, le droit des femmes est un des curseurs les plus fondamentaux, et on va faire la même opération du côté de la tradition. Parce qu'évidemment, nous avons besoin de faire retour sur les cultures et les sociétés de tradition. C'est pour ça, par exemple, que le lien avec les peuples autochtones, etc., est essentiel. Mais dans le même temps où nous reconnaissons la face positive de la tradition, qui est la reliance, reliance à la nature, reliance à autrui, reliance aux questions du sens, il nous faut aussi en reconnaître la part sombre. C'est que très souvent, cette reliance a pris la forme d'une dépendance. Et donc, avancer sur cette capacité à garder le meilleur de la modernité, à retrouver le meilleur de la tradition, mais à éviter le cocktail négatif qu'un ami indien évoque de la façon suivante en disant « c'est Coca-Cola plus l'excision, ok, je t'ouvre mes marchés, mais en attendant, tu arrêtes de m'embêter avec le droit des femmes », voilà l'une des alternatives fondamentales. Si on avance dans cette direction-là, ça veut dire que la question de la sagesse et la question du bonheur, la question de la joie, sont simultanément des questions de l'intime, des questions personnelles, mais deviennent des questions politiques. C'est ce que le Forum social mondial de Porto Alegre avait appelé l'axe TPTS. TPTS, ça voulait dire transformation personnelle et transformation sociale et écologique, parce que les deux vont de pair, sont complémentaires. Et si on place cet axe-là, alors ça veut dire, oui, nous avons un avenir. Nous avons un avenir pour grandir en qualité d'humanité, nous avons un avenir pour grandir en qualité d'éros et en qualité d'amour face aux logiques mortifères. Devenons des bonobos et redevenons aussi des véritables sapiens sapiens. Et comme nous le disons par exemple dans l'archipel citoyen, osons le jour heureux, choisir d'être heureux, à ce moment-là, devient un acte de résistance politique. Merci beaucoup pour cette intervention qui finalement ouvre sur des choses, un avenir plus positif que ce qu'on pouvait imaginer avec cette notion d'anthropocène. Ce que je vous propose, c'est que comme on a pris un peu tous un peu de retard, qu'on passe immédiatement à une discussion ouverte avec la salle, si ça vous convient, sauf s'il y avait des réactions immédiate de l'un des intervenants, mais sinon, oui, vous êtes... Je partage tout à fait l'analyse de Patrick. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, vous faites le même métier. Moi, j'étais agriculteur. Hein. Vous faites le même métier, vous avez des gens qui... Moi, j'étais agriculteur, j'étais heureux dans mon paysage avec mes animaux à élever mes moutons. Et en fait, j'avais un voisin qui était malheureux. Pourtant, vous faisait le même métier. Et d'ailleurs, il a fait une dépression, il a essayé de se suicider. Mais c'est extrêmement important, c'est-à-dire que lui, il était dans une logique mortifère, parce qu'il il avait des emprunts, il était célibataire, vieux garçon, il n'avait pas trouvé de femme. Et moi, j'étais dans une logique d'épanouissement. Et on faisait le même métier, on était voisins. Donc, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on peut être à côté. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir entraîné au bonheur, hein, d'avoir suffisamment pu... mais ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Et moi, je pense que ce qui est formidable dans le milieu associatif, c'est en fait la joie d'être ensemble. Moi, je vous dis tout de suite, je suis président du comité français parce qu'en fait, j'aime bien travailler avec les gens, j'aime bien travailler avec l'équipe. J'ai du bonheur. Alors, ça m'embête un peu parce que je suis obligé de prendre le train souvent, mais la joie de vivre, le bonheur, c'est quelque chose... J'ai appris que c'était une résistance et je suis content d'être résistant. Okay. Est-ce qu'il y a des questions venant de la salle? Alors, je précise, on m'a dit aussi que comme c'était retransmis, et ces conférences étaient retransmises en ligne, les personnes qui suivent en ligne les conférences peuvent aussi, miracle de la technique, poser des questions qui nous seront communiquées. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Alors, oui, là. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne peut-être une série de questions, des 2 ou 3 questions des personnes qui ont des mains levées, et puis qu'on réponde ensemble. Oui, bonjour. C'est pour Patrick Vivray, parce que malheureusement, je n'ai entendu que lui ce matin.
D'abord, je le remercie. Je l'avais écouté déjà en 2012 et déjà en 2012, c'était le même constat. Donc d'abord, je le remercie pour sa ténacité. J'avais une question sur la barbarie. Donc vous dites qu'on est passé de la barbarie extérieure à la barbarie intérieure. Mais moi, j'en suis pas si sûre parce que quand on voit l'Europe aujourd'hui, les systèmes politiques qui se mettent en place en Italie, en Pologne, en Hongrie, on voit bien, et le Rassemblement national en France, on voit bien qu'il y a tout un pan politique qui se construit encore en opposition à l'extérieur, à l'autre. Donc voilà, c'était votre réaction par rapport à ça qui, personnellement, m'inquiète beaucoup. Parce qu'il y a bien deux forces qui s'opposent, et jusqu'où? Alors, merci beaucoup. En fait, je précise que c'est des questions ou des interventions pertinentes comme, comme celle-ci. Et donc, est-ce que Patrick Vivray... Oui, je peux réagir en ping-pong. Ben, justement, les exemples que vous citez, c'est de la barbarie intérieure, interhumaine. Ce n'est pas des extraterrestres. Trump, l'Italie, Orban, etc., ce n'est pas des extraterrestres. Donc c'est bien le problème de la barbarie intérieure. Et j'ajoute, vous avez une analyse très intéressante qu'il faut revisiter, qui est celle de William Reich, dans les années 30-40, et à travers un livre qui s'appelle « Psychopathologie du fascisme », et qui mettait en évidence le phénomène de la peste émotionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand, y compris les victimes d'un système, sont pris dans une régression émotionnelle, et plutôt que de se retourner contre le système qui est à l'origine de leur situation, fait qu'on se retourne contre plus petits, plus pauvres, plus victimes que soi. Parce que la question de Reich, c'était de dire pourquoi est-ce que l'analyse marxiste ne fonctionne pas ? Pourquoi, au lieu de se tourner contre le capitalisme des années 30, il se tourne contre les immigrés de l'époque, le sous-prolétariat de l'époque, etc. Il dit, si on fait une analyse purement rationnelle, on ne comprend rien au film. Si on intègre la dimension émotionnelle, à ce moment-là, effectivement, l'une des façons de résister à la peur du déclassement, c'est de se retourner contre plus pauvres, plus petits, plus victimes que soi. Donc, il faut complètement intégrer ça. Et la lutte contre la barbarie intérieure, c'est une lutte qui n'est pas... elle suppose des conflits centraux quand on a en face de soi des acteurs de type Trump, Orban, etc. Il faut assumer pleinement le conflit. Mais il faut aller reconnaître qu'une bonne partie des catégories populaires, par exemple, c'est la conséquence de l'absence de sens et de reconnaissance que les systèmes marchands sont incapables de leur offrir. Parce que, évidemment, quand vous êtes dans un système où vous êtes exclu, où vous êtes perdant, vous ne trouvez pas votre place, vous n'êtes pas dans une histoire qui fait sens, n'importe quel démagogue qui vient vers vous et qui vous dit « vous avez votre place dans une histoire qui fait sens », va remporter une prime. Et ça peut être aussi bien le djihadisme que le Front National, que la Ligue du Nord, que Trump, etc. Et donc, c'est pour ça que ce que j'appelle la stratégie érotique mondiale, c'est-à-dire la mobilisation des forces de vie autour de la question de l'entraide, de la joie de vivre, du bonheur, de la fraternité, elle est d'autant plus essentielle pour aller combattre cette barbarie intérieure. Il y avait une deuxième question. Oui. Donc merci à tous les quatre pour votre intervention. J'aurais une question sur le modèle des zones à défendre. Est-ce que vous pensez que ce modèle pourrait être viable pour vivre en harmonie avec la nature ? D'une part parce qu'il permet, comme le disait Rémi Baud, de s'éloigner à la fois des récits soit trop catastrophiques, soit trop technocratiques. Et est-ce qu'il ne permettrait pas aussi, comme le disait Philippe Barre précédemment, de faire advenir la transition de manière un petit peu plus concrète dans le débat politique, notamment grâce au militantisme. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier ces modèles dans vos analyses, mais est-ce que les zones à défendre pourraient constituer une solution viable à vivre en harmonie avec la nature ? Moi, je pourrais juste dire sur, quand je parlais de défense de formes de vie partagées,
avec d'autres humains, mais aussi avec des êtres non humains ou avec la nature, on pouvait tout à fait penser à des ZAD, on pouvait tout à fait penser à Notre-Dame-des-Landes. Donc ça inclut tout à fait ce genre de lutte locale, à mon sens. C'est la réponse que personnellement j'apporterais. Moi, même si mon sujet n'a rien à voir a priori, je pense que se rendre compte que le local a une importance et de savoir l'origine des produits qu'on consomme et du coup de se savoir capable d'être acteur de sa consommation, c'est très important parce que typiquement, en général, quand tu parles des grands singes, on me répond qu'ils sont très loin, qu'il n'y a pas de solution, en tout cas ici, et que c'est l'action des gouvernements ou des ONG locales qui doivent permettre de les sauver. Or, les plus grands consommateurs de cette forêt tropicale se trouvent parmi nous. Et la bonne nouvelle, c'est aussi du coup qu'on a moyen d'agir. On peut agir en réduisant nos consommations ou juste en triant, recyclant, mais aussi en sachant d'où proviennent les aliments ou les produits qui parfois nous arrivent trop facilement, soit dans nos assiettes, soit dans nos supermarchés. Et je pense que c'est cette question de se reconnecter à ce qui est proche de nous permet de faire prendre conscience, alors non seulement aux militants, mais aussi probablement à ceux qui entendent parler de ces actions militantes, que notre planète, certes, est toute petite, que la communication a grandi, mais que ça a un coût. Et qu'en choisissant, donc après, il ne faut pas forcément boycotter le thé ou l'huile de palme, mais trouver l'huile de palme et le thé qui sont produits de façon la plus raisonnée, la plus raisonnable possible, en générant des revenus pour les populations locales, en préservant l'environnement, etc. Et a priori, on peut espérer que c'est ce vers quoi on tend et qu'après avoir atteint un climax, on repart dans l'autre sens. Oui, alors, les zones à défendre, il y en a plein partout. Il y en a plein partout. On passe son temps, nous, à défendre des zones. Et puis après, il y a une très grande zone qu'il faut défendre, c'est la planète. Mais comme on le disait tout à l'heure, on ne défend pas la planète pour la planète, on défend la planète pour l'humanité. Parce que la planète, elle n'a pas besoin de nous. Demain, si elle peut se débarrasser de nous, elle se débarrassera. On est plutôt un super prédateur extrêmement emmerdant. Et quant à la chute du vivant, moi, je voulais quand même dire que ne nous faisons pas d'illusions. En fait, il y a plein d'espèces qui sont en train de disparaître, mais elles sont remplacées. Elles ne sont pas remplacées forcément par des espèces qui sont plus agréables et plus productives dans les écosystèmes. Mais avec nous, on transporte tout un cortège d'espèces qui nous accompagnent, les fourmis, les souris, les rats, les cafards. Et ceux-là, vous ne cassez pas la tête. Ils vont continuer à bien s'installer dans les sociétés et dans les villes concrètes. Mais des zones à défendre, il y en a plein. Alors après, ça rejoint aussi la table ronde de ce matin, on est aussi dans un processus démocratique. C'est-à-dire que peut-être que la démocratie, les citoyens sont mal informés. Mais moi, je me méfie beaucoup de la dictature. Parce que jusqu'à présent, j'étais un peu révolutionnaire quand j'étais jeune. Mais je me suis aperçu qu'un certain nombre de révolutions, elles n'avaient pas forcément amené la liberté individuelle, la liberté de conscience. Donc, dans les zones à défendre, il faut aussi tenir compte des populations locales, il faut tenir compte aussi de la démocratie. Donc, attention au risque de dérapage, du risque révolutionnaire en chantant. Les révolutionnaires en chantant nous ont conduit, dans beaucoup de pays, malheureusement, à des génocides. Si je peux juste me permettre. Oui. C'est ce que fait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, justement, c'est qu'ils essaient de mettre en place un processus démocratique à l'intérieur de la zone et en interface avec le territoire. Après, oui, mais démocratiquement parlant, il y a aussi effectivement le fait que les citoyens ne soient pas assez informés. Mais ensuite, je pense qu'il y a une forme de dictature qui existe dans nos sociétés, qui n'est pas forcément instituée, mais l'hégémonie de la technique, l'hégémonie de la consommation, l'hégémonie de la croissance, comme on le disait tout à l'heure. Et ce genre de dictature-là, je ne vois pas quelles seraient les mauvaises raisons de s'élever contre. On ne peut pas faire la liberté des gens malgré eux. Voilà. Pour moi, je reste plutôt anarchiste et libertaire que je ne peux pas considérer qu'on puisse contraindre à la liberté.
Comme nous le faisons avec le vivant, hein, parce que notre système à nous est bien un système de contrainte de la liberté du vivant. Quand on va voir que bientôt on n'aura plus que des chimpanzés dans les zoos, qu'on n'aura plus que des éléphants dans les zoos, dans les parcs, c'est bien une contrainte. On implique à la nature une contrainte et au vivant une contrainte de liberté énorme. Et ça, pour moi, ce n'est pas l'homo sapiens. Juste pour rester sur cette question et puis pour faire écho à l'intervention de Patrick Vivray, il me semble aussi que bon, ça dépend quand même de la définition qu'on adopte de la démocratie, parce que dans l'idée qui était présentée d'une transformation personnelle qui devient politique, et donc d'une transformation de soi qui devient une transformation d'une communauté et d'un collectif, il y a un principe démocratique fort, ou une conception tout du moins de la démocratie qu'on peut défendre. Et bon, il y a un certain nombre de penseurs aujourd'hui qui défendent cette conception de la démocratie. Et donc, la question démocratique n'est pas forcément en opposition avec ce que font des collectifs type ZAD. Oui, un mot sur ce point, parce que moi, je pense que dans le rapport aux politiques, nous sommes aussi en train de vivre une mutation fondamentale de la démocratie. Et qu'il nous faut aller vers une démocratie beaucoup plus coopérative et beaucoup plus qualitative, alors que la forme actuelle de la démocratie est pour l'essentiel compétitive et quantitative. Or, si vous prenez par exemple les lanceurs d'alerte, par définition, ils représentent des toutes petites minorités. Si on raisonne simplement sur une démocratie qui dit à partir du moment où tu as X pourcentage, c'est ta position qui l'emporte et le reste, on ne veut plus en entendre parler, on est incapable de traiter la plupart des grandes questions dont nous débattons ce matin. Donc ça veut dire une chose essentielle et qui renvoie aussi au projet Sapiens, c'est qu'il faut réintroduire au cœur même du fait démocratique la question du discernement, la question de la sagesse, et qu'à ce moment-là, on aura effectivement une démocratie où évidemment on ne va pas abandonner ni les élections, ni les éléments quantitatifs issus du suffrage universel, mais on introduira des éléments qualitatifs tels que ce que portent des lanceurs d'alerte, ce que portent des lanceurs d'avenir, et très souvent on a des systèmes bicaméraux, comme on dit. On dit la deuxième chambre, on dit souvent que c'est une chambre de sages. En réalité, ce n'est pas du tout le cas, hein. On dit le Sénat français, par exemple, c'est une chambre de sages, c'est une chambre de rentiers et d'intérêts particuliers, etc. Si on se mettait véritablement à introduire le fait que la seconde source de la démocratie, c'est une source qualitative, qui est liée à une qualité de discernement, une qualité de représentation d'un bien commun, une qualité de sagesse, à ce moment-là, on est en cohérence avec ce qu'ont dit les uns et les autres sur les autres terrains. Alors, je vous lis une question qu'on nous a communiquée donc, de Pierre Fournier en ligne. Est-il nécessaire de vivre l'expérience de l'effondrement pour réaliser que la résilience et l'entraide et la joie de vivre seraient un nouvel objectif de nos systèmes sociaux ? Surtout pas attendre. Enfin, je vous dis, la conscience écologique et la conscience de l'humanité, elle existe chez les humains depuis des siècles. Elle a été exprimée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un nouveau paradigme et qu'il faut qu'on change nos méthodes d'approche. Mais attendre l'effondrement pour se dire on va reconstruire, ça serait aussi condamner des milliers d'espèces et d'espaces naturels à la condamnation, et ça serait condamner des millions, voire même des milliards d'êtres humains. On peut pas. Enfin, moi, je peux pas me satisfaire de dire on va attendre l'effondrement. Jusqu'à ma mort, je me battrai pour qu'on évite l'effondrement. Parce que moi, j'ai des enfants et des petits-enfants, et j'ai pas du tout envie qu'ils vivent dans un monde triste, dans un monde de la mort. J'ai envie qu'ils vivent dans un monde de la vie, dans un monde de la joie. Et c'est ça. Par contre, bon,
sur la génération très suivante, il va falloir que, à la fois, on y croit, on y investisse, parce que le marketing aujourd'hui et les moyens de communication font qu'ils sont souvent un peu extraterrestres. Hein, ils sont souvent un peu embarqués dans des aventures de jeux vidéo qui sont un peu extraterrestres. Donc moi, en tant que grand-père, je vous dis tout de suite, ça m'inquiète un peu. J'ai beaucoup de mal à les emmener faire du jardin ou aller faire de la montagne ou aller faire de la descente de rivière. Parce que y a ces sacro-saintes machines qui sont terriblement... c'est une nouvelle drogue. Hein, et il va falloir que les gens apprennent à prendre du recul sur nos chères tablettes. Je veux bien dire un mot là-dessus. Quand vous lisez le bouquin de référence de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, il faut attendre la page, je crois, 222-223 pour avoir enfin une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que contrairement à l'idée reçue, y compris en situation de catastrophe, la majorité des comportements humains sont plutôt des comportements de solidarité que des comportements de panique, de pillage, de sauve-qui-peut, etc. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le problème dans les sociétés humaines n'est pas la ruine matérielle. Les sociétés humaines savent très bien et très rapidement se sortir de situations de ruine matérielle. L'Allemagne et le Japon en ont été des exemples après la Seconde Guerre mondiale. Le vrai problème, c'est la ruine spirituelle et morale. Et ce qui se passe dans les situations de solidarité, c'est qu'il y a une confiance en autrui qui revient, et cette confiance en autrui redonne confiance à l'avenir. Par exemple, quand vous avez eu les personnes qui avaient été inondées dans le sud de la France et qui avaient bénéficié de la solidarité des personnes qui avaient été inondées dans la Somme quelques mois auparavant, les gens, quand on les interviewait, ils disaient, certes, on a tout perdu matériellement, mais cette solidarité-là, elle nous a redonné confiance dans les autres humains, et cette confiance dans les autres nous a redonné confiance dans l'avenir. Donc c'est ça la clé. À partir du moment où on comprend que la clé d'une stratégie de résilience post-catastrophe, quelle que soit la nature et l'origine des catastrophes, c'est la solidarité et l'espérance dans l'avenir qui sont liées. On n'est pas obligé d'attendre la catastrophe, d'attendre l'effondrement pour commencer à la pratiquer. C'est ce qu'à l'intérieur de l'archipel citoyen des Jours Heureux, on a appelé ça les opérations Nanoub. Nanoub, c'est l'anagramme de « nous allons nous faire du bien ». Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée des conditions telles que la solidarité, la joie de vivre, etc., sont mis en place, on lutte aussi contre le double dérèglement climatique. L'autre phase du dérèglement climatique, comme nous le disons avec Abdelnour Bidar, c'est la glaciation émotionnelle et relationnelle. Et il y a un lien systémique entre les deux, parce qu'on comprend bien que plus les gens sont isolés et dépressifs, plus ils surconsomment de l'énergie, de la boulimie, etc. Et on retrouve cette idée fondamentale qu'à partir de ce moment-là, la question du bien vivre en acte et de l'organisation de l'entraide sur le bien vivre en acte à toutes les échelles de territoire devient un enjeu politique tout aussi bien qu'un enjeu personnel. Alors, il y a une question ou une intervention dans la salle et je transmets juste une deuxième question que je pose à Sabrina du coup. Comment être sûr de l'origine de ce que l'on consomme? Les labels sont-ils assez fiables? Et il y a un manque de transparence. Alors, peut-être tu peux nous répondre sur le cas en particulier, comme vous essayez de développer de l'agriculture bio sur votre terrain. Oui, bien sûr, il y a toujours des critiques sur les labels, mais je pense que en s'y intéressant, on permet aussi de les améliorer et il faut travailler au quotidien sur les critères qui doivent être respectés. Et en tout cas, je pense que se fier au label n'emmène pas dans des situations
trop dangereuses, que ce soit le label FSC pour les forêts ou le label bio. Si on croise ça équitable, si on croise ça avec l'origine en particulier géographique des produits, on arrive au final à des produits qui sont plus respectueux de l'environnement. Mais bien sûr, pas de confiance aveugle et une vigilance et une veille sur ces critères et leur respect. Oui, puis les circuits courts ont un avantage énorme. Rencontrer les producteurs, rencontrer ceux qui vous font de la nourriture. Eux, d'abord, socialement, le fait qu'ils produisent et qu'on leur dise qu'on vient chercher leurs produits sains, c'est pas de l'argent, mais c'est de l'empathie, c'est du partagé. Donc, déjà, les circuits courts, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher que des labels pour les produits qui viennent de très loin, mais des circuits courts, allez chez vos producteurs locaux, allez au marché, rencontrez vos producteurs. Il y a plein de jeunes qui se sont installés en agriculture bio. Et acheter la tomate plus chère, tant pis. Acheter la courgette plus chère, qu'est-ce que ça peut faire? Il faut bien qu'ils vivent. Si vous voulez les garder, circuits courts. Les circuits courts, c'est la garantie. Et puis deuxièmement, les labels. Et les labels, aujourd'hui, vous pouvez toujours poser des questions sur les labels. Moi, j'étais en label bio, je peux vous dire qu'on avait des contrôles. Mais le meilleur contrôle que j'avais, c'est quand les producteurs venaient les consommateurs venaient chez moi. Il y avait une intervention. Une intervention ici. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence, la précédente. Il y aurait plein de réflexions. Alors pour aller très vite, disons, là je profite qu'il y ait des philosophes sur la tribune. Ça me fait penser un peu, est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de remettre au goût du jour ce qu'il y avait des ancêtres, Ellul, Charbonneau, dans les années 30, 40, 50, qui étaient en plus des Bordelais, il me semble, faisaient une critique de la technique. À l'époque, c'était la technique. Ce matin, j'ai beaucoup entendu maintenant le problème maintenant de la technologie qui est le nouveau Dieu, au-delà de Homo sapiens peut-être. Donc moi je pense que c'est le moment un peu, parce qu'il faut un déclic au-delà des petits pas, puis ça sera ma question derrière, mais là la réflexion un peu philosophique, c'est de se dire, c'est le moment quand même que l'homme, au bout de quelques décennies, prend conscience un peu que son pouvoir peut le détruire. Et c'est justement, pour reprendre aussi l'exemple indien tout à l'heure, sur Gandhi, enfin, je ne sais plus si c'est ici ou tout à l'heure, enfin avant, de la non-violence. Et ça me fait penser à un slogan qui est, maintenant je pense, c'est la non-puissance. C'est-à-dire que l'homme, aujourd'hui, il a la puissance. Et ce qui est tout à fait différent de l'impuissance, ce qui serait justement ce qu'on voit, la sidération, l'effondrement, c'est l'impuissance, c'est de dire c'est la non-puissance. C'est-à-dire d'être conscient et de dire je peux le faire dans la mesure où on est dans une civilisation ici, on a à peu près les moyens, je ne parle pas des gens complètement démunis en survie, mais de dire on a les moyens de faire des choix, comme il a été dit sur l'alimentation, on peut faire des choix sur le déplacement en avion, voilà, donc je pense que ce petit choix, et en plus il peut amener du bonheur, de dire j'ai renoncé à ça, ce n'est pas une privation, mais j'ai quand même conscience que j'ai participé quelque part aussi à quelque chose. Et pour rebondir là-dessus, puisque samedi il y a une action Marche pour le climat, donc je félicite que Climax se soit associé. Il y a aussi une action à 11h le matin à l'aéroport de Mérignac pour l'association TACA, pour faire conscience aux gens qui prennent l'avion qu'un vol, mettons Paris-New York, c'est 2,5 tonnes de CO2, et c'est-à-dire que c'est le bilan qu'il nous faudra pour chaque Français habitant sur la Terre en 2050. Un aller-retour Paris-New York en CO2. Il faudra vivre toute l'année, se nourrir, se vêtir, se transporter en 2050 si on veut respecter les accords de la COP 21. Voilà. Merci beaucoup. Je veux bien dire quelque chose sur la question de la technologie et de la puissance. Comme souvent, les mots, si on s'autorise à les revisiter, à ne pas se laisser enfermer dans la novlangue dominante, ils nous disent des choses intéressantes. Par exemple, le mot puissance, il a une double face. Il a la face de la puissance dominatrice, mais il a aussi la face de la puissance créatrice. C'est la même chose d'ailleurs sur le terme pouvoir. Pouvoir, si vous l'écrivez en majuscule, en substantif, c'est un pouvoir de domination qui se nourrit de la dépression. Si vous l'écrivez, ce qui est son sens grammatical, comme un verbe auxiliaire en minuscule et qui n'a sens qu'avec des compléments, c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Techné, c'est pareil. Techné, à l'origine, c'est un mot grec. Techné, ça veut dire simplement vecteur. Donc la technologie, le logos
de la TechNet, ça devrait couvrir un champ infiniment plus large que les technologies matérielles. Par exemple, moi, je plaide pour les TNTS. On nous parle des NTIC, des NBIC, etc. Moi, je plaide aussi pour les TNTS. Que sont les TNTS? Ce sont les toujours neuves technologies de sagesse. Parce que la seule chose qu'on sait avec une nouvelle technologie matérielle, c'est que dans quelques années, elle sera obsolète. Alors que si dans 1000 ans, il y a encore une humanité, il y a une bonne chance que les textes de Socrate, d'Épicure, de Bouddha, de Jésus, vous prenez en fonction de vos différentes préférences, continueront à nous parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la nappe phréatique fondamentale, qui est le sens de la vie, de la mort, de l'amour, etc. Et je ne dis pas ça comme alternative pour se défier de toutes les technologies. Je dis il n'y a de façon positive, bénéfique, là encore au sens fort du terme, d'utiliser pleinement, par exemple, nos petits appareils, nos tablettes, nos iPhones, tout ce que vous voulez, etc., dans un sens bénéfique et non pas négatif, que si nous sommes habités par ces technologies de sagesse qui nous aident à nous poser les questions du sens, les poser la question de la relation à la nature, à autrui, etc. Sinon, nous sommes dans le zapping permanent. Alors que si nous savons ce que nous cherchons, si nous sommes passionnés par rapport à un certain nombre de questions, alors avoir un accès grâce à un moteur de recherche, de préférence pas Google pour d'autres raisons, mais à un moteur de recherche qui va nous mettre en lien avec un extraordinaire patrimoine de l'histoire de l'humanité, pouvoir le regarder aussi bien sous forme vidéo que sous forme de son, que sous forme de texte, etc., va être un avantage. Et à ce moment-là, il peut y avoir un lien entre nouvelles technologies et technologies de sagesse. Alors, on a encore donc une question, une intervention dans la salle et puis une intervention qui nous vient du web. Oui, je voulais vous remercier pour vos exposés qui sont particulièrement brillants et intéressants. Mais là, je vais vous donner un petit peu l'expérience, voire l'amertume, je vais peut-être être un peu provocatrice, d'une militante depuis tant d'années associative qui a apporté sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Et comme vous l'avez très bien noté, ben, l'incendie, il se propage, ça continue. Hein, l'armement augmente, les pesticides augmentent et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que cela continue, que ça ne va pas changer demain. Pourquoi? Parce que la finance et les multinationales gouvernements, bon, je parle là en tant qu'économiste, hein, vous savez, je viens de lire récemment que des fonds de pension, le capital des fonds de pension, de 2 fonds de pension, était supérieur au PIB de l'Italie et de l'Allemagne. On vient d'entendre sur France Inter récemment qu'Amazon a capitalisé d'une façon extraordinaire, etc., etc., et que les inégalités augmentent. Donc, comme l'a dit à très juste titre Patrick Vivray, il faut changer de logiciel économique. On pourra, nous tous, faire nos petits efforts, aller à Biocop, acheter nos petits sachets de thé, etc. Mais à partir du moment où vous avez ces 20% qui dominent les 80% de la planète et qui, eux, sont très, très contents de continuer à être avides, cupides, alors je ne sais pas s'ils sont heureux entre eux, mais en tout cas, qui dominent le monde, ils ne vont pas lâcher le morceau et nous, on pourra faire nos petits efforts et on continuera dans 20 ans à dire l'armement a augmenté, les pesticides ont augmenté, etc. Alors, je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais on se rend compte quand même qu'on arrive aux limites du local et d'agir dans son petit coin et qu'il faut passer à une vitesse supérieure, à un autre logiciel économique. Le marxisme, on a bien vu ses limites, les révolutions, c'est tout à fait juste ce que vous avez dit. Le grand soir, on n'y croit plus, mais il faut passer à autre chose. Mais quelle autre chose? Merci. J'ai éventuellement une question complémentaire. Et on a 5 minutes pour conclure, mais ça s'adresse un peu aussi à Patrick, Jean-Marc Gancy de Darwin. Moi, je n'ai pas envie de me résigner effectivement à ce que vient de décrire Madame Hoffmann, mais c'est vrai que, ou me résigner à une forme de... j'ai pas envie non plus de me résigner à une forme de misanthropie, mais si on se plonge dans l'histoire de l'humanité, j'ai envie de croire au récit que vous avez formulé sur la capacité de vivre en harmonie avec la nature, mais certains
qui écrivent bien et qui sont renseignés, et en tout cas qui ont des sources a priori fiables. Je pense à Harari, je pense à Laurent Testo, qu'on accueillera à Climax dans quelques jours, nous rappellent aussi que ces fameux peuples premiers qu'on mythifie souvent, avant de trouver un fragile équilibre, qu'on peut encore discuter, ont ravagé des forêts entières, ont tué la mégafaune comme nous le faisons aujourd'hui encore, et que finalement, cette forme de joie et de modération et de limite qu'il faudrait qu'on apprivoise enfin en nous, je ne sais plus quel terme tu as employé, Patrick, finalement, par quel miracle il adviendrait maintenant, alors que depuis des millénaires, c'est l'inverse qui se produit. Donc moi j'ai envie aussi de trouver cette lueur d'espoir. Je ne crois plus aux petits gestes ni aux petits pas. Je pense qu'on a des forces contraires qui sont tellement puissantes qu'effectivement ça nous rassure sur l'alignement entre nos convictions et nos actes et cette fameuse dissonance cognitive qu'on arrive un peu à évacuer. Mais bon, au bout du compte, depuis des millénaires, on saccage, on détruit jusqu'à garder aujourd'hui 3% de vie sauvage. C'est ces 3% qui vont nous faire permettre le saut de ces forces érotiques, comme tu les décrivais en nous. Est-ce que c'est possible d'y croire? J'ai vraiment envie. Comme dit Mathieu Ricard, il est trop tard pour être pessimiste. C'est-à-dire, précisément, c'est parce que les raisons d'inquiétude sont légitimes qu'il faut d'autant plus appliquer, c'était l'autre phrase fameuse de Gramsci et de Romain Rolland, sur allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Parce qu'une fois qu'on a posé ces constats, et il faut le faire dans la plus totale lucidité, si le propre de ces constats, c'est de nous conduire à l'impuissance, au découragement, à la peur, etc., alors là, pour le coup, on est sûr d'avance que les carottes sont cuites. Donc il n'y a de possibilité, une fois le constat fait en toute lucidité, et dans le constat en toute lucidité, il y a effectivement le fait qu'il ne suffit pas d'intervenir au niveau local, il faut intervenir à tous les niveaux, y compris à l'échelle planétaire, d'organiser à ce moment-là la réaction du côté de l'Eros, du côté des forces de vie. J'étais à Salvador de Bahia au Forum social mondial, il y avait à la fois quantité d'initiatives locales, mais il y avait aussi des débats sur des grands enjeux planétaires. Il faut voir aussi, et d'ailleurs Harari de ce point de vue-là, il le dit, prenez par exemple deux questions qui sont la guerre et les violences sexuelles. Le fait nouveau, c'est que c'est devenu insupportable. Ça ne veut pas dire que ça a disparu, la preuve, la Syrie, etc., mais ça n'est plus considéré comme un état naturel. Alors que pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, la guerre a été considérée comme un état absolument naturel et que c'était le refus de la guerre qui était considéré comme asocial. Le fait que la guerre aujourd'hui soit considérée comme profondément contraire au devenir de l'humanité a aussi pour effet que dans l'histoire humaine, il y a les études passionnantes de ce point de vue-là, nous n'avons jamais été dans des sociétés aussi peu violentes qu'aujourd'hui. Ça, il faut. Alors évidemment, si vous vous branchez sur BFM TV ou toutes les etc., bon, vous le saurez pas. Mais BFM TV ou l'équivalent CN News, etc., même au 19e siècle, il n'y a pas si longtemps, mais vous aviez en permanence, en direct, tiens, il y a un assassinat qui vient de se produire dans tel arrondissement, tiens, il y a un coupe-gorge qui vient de se jouer ici, tiens, il y a, etc., etc. C'est-à-dire que ce rapport-là à la guerre, il a profondément bougé. L'autre exemple qui est tout récent, c'est que les violences sexuelles, et notamment les violences sexuelles conjugales, étaient considérées comme un état naturel. Le fait aujourd'hui, grâce notamment au mouvement des femmes, qu'on dit « mais pas du tout ». C'est insoutenable, c'est inacceptable, etc. C'est aussi une progression. Donc je ne dis pas ça pour repeindre la réalité en rose, mais je dis aussi que dans la longue histoire de l'hominisation, il y a aussi des facteurs qui vont dans le sens
de l'humanisation. Et si on est capable de surfer sur ces éléments-là, à ce moment-là, y compris pour reprendre ta question par rapport au peuple premier, on va être capable de faire le tri sélectif que j'évoquais tout à l'heure. On peut aller repérer la part fondamentalement bénéfique, positive qui nous aide, sans pour autant oublier qu'il y a aussi une part noire, une part mortifère. Et à ce moment-là, on fera aussi ça pour notre modernité. On n'est pas condamné à refuser la modernité en bloc. On peut aussi considérer que l'émancipation, la liberté de conscience et l'individuation font partie de ces forces de vie-là. Ouais. Bon, en fait, du coup, bon, c'était une question qui revenait sur cette question de limiter, enfin, de circuits courts et de l'industrie, mais là, il va vraiment falloir qu'on s'arrête, je crois. Oui, et donc, on pourra continuer les débats plus tard. Garant du temps. Merci beaucoup à vous tous sur scène. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir pour leur disponibilité.